Doha, capitale du Qatar. En périphérie, Education City, un immense campus universitaire. Ici, on célèbre le savoir et la culture. Ce jour-là, plusieurs centaines d'étudiants des pays du Golfe vont recevoir leur diplôme. La cérémonie est présidée par la Sheikha Moza, l'une des 3 épouses de l'émir. Une femme puissante. Elle est ministre de l'Éducation et dirige la Qatar Foundation, l'organisme qui finance ce campus. L'hymne national chanté par les étudiants de l'Académie militaire du Qatar. Ces dernières années, le Qatar a réussi une prouesse. Convaincre 40 des plus prestigieuses universités du monde d'ouvrir une antenne à Doha. Les plus grandes facs américaines ont répondu à l'appel, comme celle du Texas. Mais aussi l'une des meilleures écoles de commerce de France, HEC. Nous avons signé des accords stratégiques avec les universités les plus nobles au monde pour fonder, sur des critères internationaux, une bonne éducation au Qatar, tout en veillant à protéger notre identité, à savoir notre langue, notre religion, notre culture. La Sheikha Moza incarne ici la modernité du Qatar. L'image d'un islam des Lumières, tolérant et ouvert sur le monde. Mais cette ouverture est-elle partagée par tous? À la fin de la cérémonie, nous rencontrons Nasser. Tout juste diplômé de la grande école française. Pour le récompenser, la fondation de la Sheikha Moza lui a offert cette bague, d'une valeur de 10 000 €. C'est un sentiment de fierté indescriptible. Vous savez, les diplômes et la réussite sont des choses qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Le Qatar est tellement fier de ses nouveaux diplômés qu'à l'entrée du campus, leur photo est affichée. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Nasser chez lui. C'est un homme très croyant. Il ne partage pas toutes les valeurs de l'Occident. Une femme doit se couvrir pour l'interviewer et l'interdiction du voile intégral dans les lieux publics en France, ça le choque. La France n'a pas le droit d'interdire le voile au nom de la liberté. Si c'est un pays qui défend la liberté et qui permet à la femme de porter ce qu'elle veut. C'est un fait. Je l'ai moi-même observé en France. Une femme peut se promener en bikini dans les rues, donc pourquoi interdire le voile? Ce discours traditionnaliste tranche avec l'image progressiste que veut donner le Qatar à l'étranger. Quel est le vrai visage de ce pays? Comment ce petit émirat, encore inconnu il y a 20 ans, est aujourd'hui devenu une puissance incontournable? Enquête sur une stratégie planétaire. Dès notre arrivée dans la capitale du Qatar, ce qui frappe, ce sont ces buildings démesurés. Depuis 15 ans, grâce aux milliards du pétrole et du gaz, le Qatar est un des pays les plus riches au monde. Et Doha est une ville en pleine expansion. Dans les quartiers résidentiels, les boutiques de luxe s'alignent les unes à côté des autres. Mais bizarrement, les rues sont quasiment désertes. Et difficile de parler aux Qataris, ils fuient la caméra. Seule cette jeune comédienne accepte une interview. Elle est fière d'étaler ses signes extérieurs de richesse, comme cette montre, sertie de diamants, à 35 000 €. Ça, c'est Cartier. En moyenne, les Qataris sont 3 fois plus riches que les Français. 75 000 € de revenus par an. Ça, ce sont des diamants. Et puis quoi d'autre? Ah oui, un sac Dolce & Gabbana.
Et c'est tout. Ah oui, et j'ai des chaussures Louboutin. Ici, le chômage n'existe pas. On ne paye pas d'impôts et l'éducation est gratuite. Car l'Émirat possède la 3e plus grande réserve de gaz au monde. Najwa est très fière de son pays. À l'écouter, c'est le paradis sur terre. Le Qatar est un pays calme, sublime, développé et qui est en pleine expansion. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'étrangers qui visitent notre pays. Il y a quelques années, personne en Europe ne nous connaissait. Aujourd'hui, on est très célèbre. Tout le monde connaît le Qatar. Et si tout le monde connaît le Qatar, c'est aussi parce qu'en 1996, l'Émirat a lancé la télévision Al Jazeera. Welcome to Al Jazeera. Une sorte de CNN arabe qui cartonne aujourd'hui dans le monde entier. Mais derrière les apparences, le Qatar est fragile. Car il est isolé entre 2 géants, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Si un jour un de ses puissants voisins décidait de l'attaquer, il ne pourrait pas seul se défendre. Du coup, il tend la main aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce que nous explique cet ancien diplomate, proche de l'émir. Notre objectif, c'est d'avoir comme alliés tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Pas seulement d'entretenir de bonnes relations avec un seul pays, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. C'est une assurance réelle pour les générations futures, lorsque les ressources du pétrole et du gaz s'épuiseront. Et pour devenir l'ami des grandes puissances, le Qatar a développé une stratégie, en 4 actes. Depuis 1995, le Qatar est dirigé par Hamad bin Khalifa Al Thani. À Doha, son portrait est placardé à tous les coins de rue. L'émir est arrivé au pouvoir par un coup d'État en renversant son père. Mais quand une télé étrangère fait son portrait, comme ici, CBS, il se présente comme un grand démocrate. Tous ceux qui veulent développer leur pays doivent pratiquer la démocratie. C'est ma conviction profonde. À la tête d'une fortune d'1,5 milliard d'euros, l'émir se présente comme Monsieur Tout-le-Monde. Il conduirait lui-même sa voiture. Vous êtes souvent pris dans les embouteillages? C'est normal. Quand je n'ai pas d'escorte, c'est normal. Et les gens vous reconnaissent? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Certains me klaxonnent, mais comme c'est interdit, ils se font arrêter par la police. Pour charmer les Occidentaux, l'émir a un atout. Sa 3e épouse, la seule qui apparaît en public, la Sheikha Moza. Elle l'accompagne lors de tous ses voyages officiels. Visage non voilé, tenue colorée, les médias se battent pour la voir, car elle donne une image séduisante, très différente de celle des femmes du Golfe. Fait rarissime dans la région, elle est membre du gouvernement du Qatar, ministre de l'Éducation, et surtout elle s'exprime publiquement, elle aussi pour vanter la démocratie. Si on ne donne pas aux citoyens la possibilité de mener des débats démocratiques et de choisir qui les gouverne, alors on n'arrivera à rien. L'émir et sa femme affichent une ambition, ce qu'ils appellent la Vision 2030. Ils veulent diriger les Qataris vers l'excellence, faire du pays le phare du monde arabe. Et ça, ils l'imposent chaque jour dans les rues sous la forme d'immenses panneaux. Le Qatar inspire les leaders de demain. Le Qatar mérite ce qu'il y a de mieux. Explore, crée, innove, pense. Pour briser l'image archaïque des monarchies du Golfe, l'émir et sa femme ont même lancé en 2004 un étonnant concept audiovisuel. Tous les 3 mois, dans des studios de Doha, des Qataris, des artistes arabes et des intellectuels occidentaux débattent devant les caméras.
Objectif, aborder sans tabou des sujets polémiques. Thème de ce soir, la censure. L'animateur est un célèbre journaliste anglais. Bonsoir, bienvenue au débat de Doha. Pour répondre aux questions du public, une critique d'art hollandaise, 2 historiens anglo-saxons et un compositeur syrien. Dans le public, un homme évoque le scandale des caricatures de Mahomet. Que pensez-vous de l'artiste danois qui s'est moqué de notre prophète? Dans le contexte de la société danoise, il était libre et avait le droit de publier ses dessins. Vous voulez interdire tout ce qui pourrait choquer certains? Il n'aurait pas dû le faire. Où est la limite? Il aurait dû être censuré. Tous ceux qui provoquent devraient être censurés? Oui. Ce serait un bien triste monde. Il n'y aurait plus beaucoup d'art, non? Dans les pays du Golfe, un tel échange à la télé est exceptionnel. Le problème, c'est que ces débats ne seront jamais montrés au public qatari. Ils sont exclusivement destinés à être diffusés en Angleterre, sur la BBC. C'était les débats de Doha. Merci d'être venus. Bonsoir. Le présentateur a bien conscience qu'au Qatar, la démocratie n'est qu'un mirage. La preuve, la façon même dont l'émir et son épouse ont créé cette émission. Ils parlaient de réforme et de changement de la société. Je leur ai dit, pourquoi ne pas organiser des débats sur des sujets de controverse? La BBC était intéressée et on a commencé. Qui il? L'émir et sa femme. On a commencé 4 mois plus tard, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que ce n'est pas un gouvernement démocratique. S'ils décident de quelque chose, ils décrochent leur téléphone, c'est fait. Quand il vient à Doha, ce qui amuse ce journaliste, c'est la façon dont la censure frappe la presse féminine. Voici ce que fait la censure. Il colorie les corps, la chair, de manière assez artistique d'ailleurs. Ils lui ont fait un genre de bikini. Ici aussi, la censure a frappé, et aussi sur cette page. Voici l'original de cette publicité de magazine anglais. Et voici la même image, retouchée avant d'être diffusée au public qatari. Même chose avec cette autre photo. Nous découvrons qu'au Qatar, les journalistes étrangers sont sérieusement contrôlés. Avant de filmer la moindre image, nous avons dû nous déclarer au ministère de l'Intérieur et nous engager par écrit à ne pas diffuser d'informations qui troublent l'ordre public ou les coutumes islamiques. Il est aussi interdit de filmer les bâtiments publics ou le palais de l'émir. Pour avoir fait quelques plans trop rapprochés de cette usine pétrochimique, nous nous sommes retrouvés devant la justice qatari. Notre caméra a été confisquée 5 jours, nos images détruites. En France, un homme peut témoigner de cette absence de liberté de la presse au Qatar. En 2008, Robert Ménard est directeur de Reporters sans frontières, RSF, symbole mondial de la liberté de la presse et des actions coup de poing. C'est l'homme qui va couler, pas le sang. C'est l'homme qui va couler, pas le sang. Moyennant 10 000 € mensuels, la Sheikha Moza réussit à le convaincre d'ouvrir un centre pour la liberté des médias au Qatar. Robert Ménard y croit. Il quitte RSF. Moi, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir faire bouger les choses. Elle est riche, elle est décidée à changer les choses. On va faire tache d'huile, on va commencer par le Qatar. Le problème, c'est que ça a été un peu plus compliqué que ça. En avril 2008, il arrive au Qatar, dans le tout nouveau Centre pour la liberté des médias. Il se heurte à un diktat absolu. La règle de base, c'est qu'on ne parle jamais du Qatar. Si ce n'est pour vanter telle décision de l'émir, il n'y a pas une fois, je ne dis pas, attendez, quand je dis une fois, c'est une fois, dans l'année, un reportage sur un problème au Qatar. Dès les premiers mois, Robert Ménard transgresse cette règle. Il critique l'absence de liberté pour les journalistes. Sur son site, il écrit même une lettre ouverte à la Sheikha Moza pour s'en plaindre. Certains autour de vous s'acharnent à nous mettre des bâtons dans les roues. Tentent par tous les moyens de limiter notre liberté d'action et de parole, ce n'est plus tolérable.
Les autorités qataries sont offusquées. La situation ne fait qu'empirer. Le ton est monté. Il y a eu à la sortie de la grande mosquée, de la prière du vendredi, il y avait des gens qui disaient il faut marcher sur le centre. Enfin, vous imaginez les gens qui bossaient avec moi, vous dites une foule qui marche, ça fait juste un tout petit peu peur, à juste raison d'ailleurs, je vous le dis. Et puis on ne pouvait plus rien faire à la fin parce qu'ils bloquaient tout, ça devenait juste intenable. Un an après la création du centre, Robert Ménard démissionne. Les Qataris le remplacent par un nouveau directeur, plus consensuel. Dernier symbole de cette absence de liberté, la condamnation du poète Mohamed Al-Adjami. Après la chute du dictateur tunisien Ben Ali, il écrit « Nous sommes tous la Tunisie face à une élite répressive ». Pour ces quelques vers, la justice qatarie le condamne à 15 ans de prison pour incitation au soulèvement contre le régime. On est loin de l'idéal démocratique vanté à la télé par l'émir et son épouse. Au pays d'Al Jazeera, le printemps arabe, c'est surtout pour les autres. Leur deuxième stratégie pour séduire la planète, c'est de tisser des réseaux dans le monde entier. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Robert De Niro, acteur mondialement réputé. L'américaine Hillary Clinton, secrétaire d'État, ou encore Zinedine Zidane, star mondiale du foot. Les Qataris attirent chez eux les personnalités les plus influentes de la planète. Leur méthode pour y arriver, organiser des colloques. C'est le premier fournisseur mondial en colloque sur n'importe quel thème. Ils font venir, tout frais payé, le monde entier. Le monde entier. Journalistes, chercheurs, tout ce que vous voulez, spécialistes, à peu près tout. Vous n'avez pas une journée sans un colloque. Pour organiser ces forums gigantesques, les Qataris font appel à des publicitaires renommés. Nous sommes en juin 2012. Nous avons rendez-vous avec Richard Attias. C'est où? Ce spécialiste de la communication s'est rendu célèbre pour avoir épousé Cecilia Sarkozy. Il a été mandaté par l'émir pour organiser dans ce stade flambant neuf un forum sur le sport et la politique. Là, on mettra nos bureaux et ici aussi si besoin est. En coulisses, il œuvre depuis des années pour faire de l'émirat the place to be. Moi, je connais le Qatar depuis 1994. Je pense sans prétention avoir été l'un des tout premiers à être arrivé au Qatar. Pour y faire quoi? Pour organiser une des toutes premières conférences économiques que la région a hébergées. À l'époque, le Qatar, c'était un hôtel, le Sheraton, et une piste de sable. Donc, je peux vous dire que ce sont des gens, c'est un pays qui dit ce qu'il fait, parce qu'ils ont une vision, et qui fait ce qu'il dit, ce qui est assez rare. This is the sound Après 6 mois de préparation, en décembre 2012, Richard Attias donne le coup d'envoi de son forum. Bonjour Votre Altesse. Bonjour Vos Altesses. 3000 invités pour un colloque aux allures de show à l'américaine. Monsieur le Président. Parmi les intervenants, un hôte de marque, Nicolas Sarkozy. Il a choisi le Qatar pour faire sa première apparition publique après la défaite des présidentielles. Le sport doit devenir un élément de la diplomatie, de la politique, de l'économie, de la finance. Comme Nicolas Sarkozy, toute la classe politique française défile dans ce genre de colloque. Le Qatar a invité la socialiste Ségolène Royal, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, aujourd'hui avocat d'affaires pour les Qataris, ou encore le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Selon Robert Ménard, tous ces dirigeants ne sont pas invités par hasard. Autant de gens qui les aideront un jour ou l'autre. Autant de gens qui ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas ce que c'est le Qatar. Autant de gens qui leur seront redevables d'une manière ou d'une autre. Et pour développer leur réseau, les Qataris ratissent large. Hommes politiques de premier plan, mais aussi élus locaux. Kamel Chibli, par exemple. D'origine marocaine, ce socialiste a débuté comme adjoint au maire dans une petite commune de l'Ariège.
puis il s'est fait remarquer par Ségolène Royal. En 2007, il est membre de son équipe de campagne. C'est à cette époque que l'ambassadeur du Qatar à Paris, Mohamed Al-Kouari, s'intéresse à lui. En mai 2008, il l'invite à Doha pour une conférence sur la démocratie. Je passe 4 jours, je rencontre des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres, que je côtoie comme je vous côtoie là aujourd'hui. Et donc c'est quand même flatteur. Et après de là, moi, mon image du Qatar, bien sûr, elle est bonifiée à 100%. Je la vante partout, je ne peux pas ne pas la vanter. Je veux dire, on me fait toucher des choses que je n'avais jamais vues et on me valorise comme jamais on m'a valorisé. Kamel Chibli, du coup, renvoie l'ascenseur quand l'ambassadeur le sollicite. Et moi, bien évidemment, j'ai de suite aussi créé des liens avec d'autres élus, d'autres personnalités. Et de fil en aiguille, vous tissez une toile d'araignée. Donc le Qatar, en fait, rentre dans les réseaux. En tout cas, l'ambassadeur, dans son travail de diplomate et de relationnel, fait rentrer le Qatar un peu dans les esprits et essaie de nouer des liens avec tout un tas de réseaux, y compris les réseaux d'élus importants comme des élus moins importants. Par exemple, vous les avez mis en contact avec qui ? Ou avec des associatifs, avec des personnalités politiques. Par exemple ? Je ne donnerai pas de nom. Je ne peux pas donner de nom, mais j'ai organisé pas mal de rencontres. En particulier avec des membres du gouvernement actuel. Car aujourd'hui, Kamel Chibli gravite dans les hautes sphères. Il est conseiller de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, et a rejoint la direction du Parti socialiste en janvier 2013. En France, nous avons découvert que la stratégie du Qatar, c'est aussi de séduire les enfants de l'immigration, en toute discrétion. En 2011, l'ambassadeur crée le prix Richesse dans la diversité. Dans tous les domaines, il repère les jeunes les plus talentueux pour les récompenser, comme ici à Reims, en mai 2012. Ce jour-là, il remet 2 000 € à un boxeur et à un responsable associatif devant un parterre d'élus locaux. On a déjà donné environ des 80 personnes dans 35 villes. Chaque année, nous avons un thème pour sillonner toute la France. En 2 ans, l'ambassadeur a distribué des dizaines de prix et autant de chèques, de 2 000 à 10 000 €. Selon Kamel Chibli, pour le Qatar, miser sur ces jeunes issus de l'immigration, c'est investir sur l'avenir. Cette jeunesse-là, c'est celle peut-être qui sera au pouvoir demain. C'est celle qui sera peut-être aux responsabilités de grandes entreprises, de grands hôpitaux de chirurgie, d'hommes ou de femmes politiques qui seront dans les instances nationales. Vous savez, on se souvient toujours de celui qui vous a mis le pied à l'étrier. Fin 2011, cet intérêt du Qatar pour la diversité apparaît au grand jour dans la presse. Et va créer une vive polémique. À l'origine de cette histoire, des élus de banlieue de tous bords politiques. Dans l'espoir de trouver des financements pour des entrepreneurs de quartier, ils décrochent un rendez-vous avec l'émir du Qatar à Doha. Un rendez-vous de 4 heures. Ils n'en reviennent pas. C'est la photo de groupe avec l'émir. On va quand même être reçu par l'émir en claquette. C'est vrai que quand on se dit que nous, en France, pour rencontrer un député ou un sénateur, c'est la croix à la bannière, alors que là-bas, au Qatar, on rencontre l'émir en personne, c'est quand même un truc de fou. Les élus expliquent à l'émir qu'en France, les banques sont réticentes à aider les projets nés dans les banlieues. Ahmed Ben Khalifa Al Thani promet de leur allouer un fonds spécial. L'émir du Qatar, il nous a dit « Votre combat me touche et c'est pour ça que je vous accorde ce fonds ». Il nous l'avait dit, souviens-toi, sans préciser le montant. Il disait « Mais à condition que ce fonds aille à la banlieue ». Je me souviens très bien quand il avait dit ça. Et nous, on lui a dit on est les porte-parole de la banlieue, on est des élus issus de banlieue, et ce fonds sera destiné à des entrepreneurs qui sont en banlieue. Mais à leur retour en France, c'est la douche froide. En pleine campagne présidentielle, l'annonce par le Qatar d'un fonds de 50 millions d'euros pour les entrepreneurs de banlieue fait polémique. Marine Le Pen dénonce des investissements massifs destinés aux musulmans. Des élus communistes et socialistes montent aussi au créneau sur le thème « La banlieue n'est pas à vendre ». Le projet est gelé. Mais cette polémique n'entame pas la puissance des réseaux qataris en France.
18 décembre 2012, jour de la fête nationale du Qatar. Le tout Paris se presse à une réception de l'ambassadeur au très sélect pavillon Dauphine. On y croise des ambassadeurs de tous les pays, comme ici, le représentant des États-Unis. Ou des politiques, comme Édith Cresson, ancien Premier ministre. Patrick Balkany, très proche de Nicolas Sarkozy, ou encore Michel Alliot-Marie, ancien ministre de la Défense. On croise aussi des gens du spectacle, comme Robert Hossein, ou des médias, comme Marc-Olivier Fogiel. Nous n'avons pas eu le droit de filmer à l'intérieur. Nous avons donc récupéré des images amateurs. Sous les dorures, 1 millier d'invités. Le champagne coule à flot. L'organisateur, c'est encore Mohamed Al-Kouari, l'ambassadeur en poste à Paris depuis 2003. Il accueille ici Maurice Leroy, ancien ministre de la Ville. Mais aussi des membres du gouvernement actuel, comme Yamina Benguigui, secrétaire d'État à la francophonie. Au plus haut niveau de l'État, des liens privilégiés unissent la France au Qatar. Des liens d'amitié, mais aussi des liens d'argent. Tout commence en 1979 avec Valéry Giscard d'Estaing. Il signe un premier contrat militaire avec les Qataris et leur vend des avions Mirage. Résultat, 80% de l'armement de l'Émirat est français. Dans les années 2000, tout s'accélère. Jacques Chirac s'oppose à la guerre en Irak et renforce encore plus les liens avec le Qatar. Dans ce rapprochement, une personne méconnue en France joue un rôle clé. Johan, 34 ans, le fils préféré de l'émir. En 2004, dans le cadre d'un accord de coopération, il est envoyé par son père à Saint-Cyr, la plus prestigieuse école militaire de France. Mathieu Guidère, enseignant, spécialiste du monde arabe, devient son tuteur. C'est le premier et le seul prince quasiment de tous les pays du Golfe que la France formait. Donc tout le monde était conscient qu'à l'époque, c'était un geste très fort symboliquement qui liait en quelque sorte les dirigeants français avec les dirigeants qataris. Ces liens sont révélés au grand jour le 14 juillet 2007. Le nouveau président, Nicolas Sarkozy, fait le geste symbolique décisif. Il choisit l'émir et la Cheikha Moza comme invités d'honneur. À la tribune présidentielle, le couple voit défiler leur fils préféré sur les Champs-Élysées. Il achève ses 3 ans de scolarité. Il est l'un des 21 élèves étrangers de cette école, fondée en 1802. Il défile donc devant son père, invité d'honneur de Nicolas Sarkozy. Pour l'émir, c'est la reconnaissance qu'il attendait depuis des années de la part d'un pays occidental. 10 jours après, il va rendre à son nouvel ami Nicolas Sarkozy un premier service. 24 juillet 2007, les infirmières bulgares, emprisonnées depuis 8 ans en Libye, sont libérées. 8 ans qu'elles n'ont pas vu leur pays. 8 ans passés en détention dans des conditions très difficiles. 8 ans avant de retrouver leurs proches. Elles avaient été condamnées à la prison à vie par le régime de Kadhafi, accusées d'avoir transmis le virus du sida à des enfants. Nicolas Sarkozy avait promis de les faire sortir. Cécilia, son épouse, a été les chercher. Mais c'est l'émir du Qatar qui a rendu cette libération possible. Témoignage de celui qui a été au cœur des tractations. Ziad Takieddine est un homme d'affaires libanais, proche de Kadhafi. Il a négocié pendant 15 ans des contrats d'armement pour la France avec les pays arabes. Selon lui, la veille de leur libération, Kadhafi demanda à être payé 135 millions d'euros. Cette demande qui a eu lieu en dernière minute allait foirer les accords entre les deux pays. Et les nurses n'allaient pas être libérées, les infirmières. La position de la France était, dans ce cas, nous quittons. C'est là où j'ai eu l'idée de suggérer à M. Guéant que si ça vous gêne, vous, de faire cette garantie, pourquoi ne demandez-vous pas à vos amis les Qataris de le faire à votre place?
Il me dit, oui, mais est-ce que les Libyens vont accepter? Je dis, bon, laissez-moi faire. Ziad Takieddine affirme que le soir même, il a été voir un des proches de Kadhafi, le responsable de la sécurité intérieure libyen, Abdallah Senoussi. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous pensez si, qu'au lieu de la France, le Qatar se met en place pour garantir les 135 millions d'euros? Et il me dit, d'accord. Alors, je dis à M. Guéant, d'accord. Le lendemain, les infirmières sont libérées. Nicolas Sarkozy rend immédiatement hommage à l'émir. J'ai eu l'occasion de remercier très chaleureusement les autorités qatariennes pour leur médiation et leur intervention humanitaire. Après cet épisode, la France saura se montrer reconnaissante envers le Qatar. Le président français, à partir de 2007, a fait tout, en affichage même, de pouvoir montrer que le seul pays arabe avec lequel il souhaitait traiter en force, c'était le Qatar. Début 2008, en voyage dans le Golfe, Nicolas Sarkozy va même faire aux Qataris le cadeau fiscal qu'il réclamait depuis des années, l'exonération d'impôts sur les plus-values immobilières. À l'époque, ce sénateur a présenté l'accord au Parlement. C'est extrêmement simple. Le particulier qui achète un bien et le revend ensuite paie un impôt sur la plus-value qu'il a réalisée. L'État qatari achète un bien en France, s'il le revend, ne paie pas d'impôt sur la plus-value qu'il réalise. Donc c'est un avantage en effet important. L'objectif est quand même assez clair, me semble-t-il. C'est quoi? C'est évidemment de favoriser les investissements du Qatar en France, c'est évident. Des investissements bienvenus dans une France en crise. François Hollande maintiendra cet avantage fiscal pour le plus grand plaisir de l'émir. En quelques années, le Qatar va déverser des millions en France, du jamais vu. Dans l'immobilier d'abord. À Paris, le Qatar achète l'immense hôtel Concorde Lafayette, le palace Royal Monceau, 35 000 m² sur les Champs-Élysées, un hôtel particulier Place de la Concorde, en tout, une quinzaine d'immeubles de prestige. Un jeu de Monopoly dont les guignols s'amusent. Allez-y, prince. 6, prince. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Veux de la paix, j'achète. Le prince du Qatar, invaincu au Monopoly depuis 20 ans. Le monsieur investissement du Qatar à Paris, c'est Guy Delbès. Il ne cherche que du haut de gamme. Alors les Qataris m'ont demandé de ne leur adresser que des investissements d'une certaine importance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire 100 millions et au-dessus. Ils achètent gros et exigent des rendements intéressants. Ils cherchent dans les beaux quartiers de Paris et ils cherchent une forte rentabilité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une rentabilité qui va autour de 5 à 5,5%. En plus de l'immobilier, les Qataris investissent massivement dans le sport. À Paris, ils ont acheté en 2011 l'équipe de foot du PSG. Et récemment, ils se sont même payé le joueur le plus célèbre du monde, David Beckham. Juin 2012, ils ont lancé une nouvelle chaîne télé, beIN Sport. Diffusée sur le câble et le satellite, elle concurrence Canal+. Vous et le sport. C'est une vraie passion. C'était le rugby d'abord? Très sportif, ouais. En 6 mois, cette filiale d'Al Jazeera a déjà attiré 1 million d'abonnés. Après le sport, les médias. Ils ont investi dans Vivendi et surtout près de 13% dans Lagardère, propriétaire de Paris Match, Europe 1 et Elle. Dans le luxe, le Qatar possède 1% de LVMH et vient d'acheter le Printemps. Leur but dans le luxe, c'est aussi de développer leur propre marque, Kela. Une marque qui veut rivaliser avec les plus grands. Elle s'installera en 2013 avenue Montaigne, à Paris, à côté de Chanel et de Dior.
Pour la développer, leur stratégie, c'est de s'approprier le savoir-faire made in France. Belley, dans le département de l'Ain. 8000 habitants. Ici sont installés les ateliers du tanneur, un fleuron de la maroquinerie française. Les produits qui sortent de cette usine sont mondialement connus. Ce sac en particulier, le sac Vicky. En mai 2012, il a eu son heure de gloire. Valérie Trierweiler l'a offert à Michelle Obama lors de la première visite de François Hollande aux États-Unis. Le tanneur a été racheté en 2012 par Qatar Luxury Group pour 25 millions d'euros. Depuis, il fabrique de la maroquinerie pour Kella, avec une couleur fétiche, celle du drapeau de l'Émirat. C'est cette couleur qui est dénommée Qatar, en fait, qui va être une couleur permanente, qui est à l'emblème des couleurs qataries, en fait, du pays. En France, le Qatar investit aussi sur des secteurs beaucoup plus stratégiques. Dans le BTP avec Vinci, la défense avec EADS, l'énergie avec Veolia, le pétrole avec Total. Cette volonté du Qatar d'entrer au capital d'entreprises sensibles a effrayé, une fois, et pour cause. Il s'agissait d'Areva, le géant du nucléaire français, leader mondial de l'extraction d'uranium. Areva travaille dans des mines d'uranium sur 3 continents. Areva construit de nouveaux réacteurs. Chaque jour, nous produisons l'énergie dont le monde a besoin. En 2010, Areva décide d'ouvrir son capital. Le Qatar est intéressé, mais pose une condition. Investir uniquement dans les mines d'uranium, notamment à Arlit, au Niger. C'est une des plus grandes au monde. Cette demande va inquiéter chez Areva, en particulier les syndicalistes. À très long terme, le risque potentiel, c'était que les activités minières sortent complètement du groupe, que le Qatar, qui avait des actions dans ses activités minières, monte au capital au point d'exercer un contrôle tel que la gestion de ces activités minières, et notamment la gestion stratégique des flux d'uranium, aurait été rendue beaucoup plus délicate que si l'État français reste majoritaire dans ce type d'activité-là. La présidente d'Areva, Anne Lauvergeon, et même le Premier ministre, François Fillon, montent au créneau. L'État français refuse de perdre le contrôle de l'uranium et rejette pour une fois une demande d'investissement du Qatar. Une déception pour l'Émirat, mais il a d'autres atouts pour asseoir son ambition. L'image est historique. Pour la première fois, le Hamas d'Ismaël Haniyeh reçoit un chef d'État étranger, 5 ans après sa prise de pouvoir à Gaza. Octobre 2012. L'émir du Qatar est accueilli en héros par le Hamas, nouveau maître de Gaza. Avec ce voyage, il marque officiellement son soutien à ce parti islamiste, considéré comme terroriste par les Occidentaux. L'émir leur a même promis une aide de 300 millions d'euros pour développer les routes et un hôpital. Partout au Moyen-Orient, le Qatar défend les islamistes, en Libye et en Syrie. En particulier le Parti des Frères musulmans, au pouvoir aujourd'hui en Tunisie et en Égypte. Loin de l'islam des Lumières affiché par le Qatar, les Frères musulmans préconisent un retour aux stricts préceptes du Coran et prônent la charia, la loi islamique. Depuis qu'ils gouvernent, certaines libertés individuelles ont été restreintes, notamment concernant les droits des femmes. Pour soutenir les Frères musulmans, le Qatar a 2 armes. La première, c'est Al Jazeera. Lancée en 1996, la télévision du Qatar est suivie chaque jour par 40 millions de téléspectateurs dans le monde. Elle se veut la voix des Arabes. Quand les peuples en Égypte et en Tunisie se sont soulevés contre leurs dictateurs, Al Jazeera les a soutenus. Elle diffuse même des prêches religieux où des imams prônent la révolution. La grande star, c'est Youssef Al-Qaradawi.
En février 2011, il appelle au meurtre de Kadhafi. Qu'ils soient commandants ou simples soldats de l'armée libyenne, que tous ceux qui peuvent tirer une balle sur Kadhafi le fassent. Cet imam ultra-conservateur, frère musulman, vit au Qatar. Il est même un proche de l'émir. Il est connu pour ses diatribes anti-juives et ses fatwas radicales. Voilà par exemple comment il parle des Juifs. Dieu leur a toujours envoyé quelqu'un pour les punir à cause du mal qu'ils font. La dernière punition, c'était celle d'Hitler. La puissance d'Al Jazeera est parfaitement assumée par les proches de l'émir du Qatar. Nous n'avons pas de force militaire, mais je peux vous dire que nous avons une force de frappe médiatique. Lorsque nos médias s'attaquent à un pays, ils lui font mal. Ils lui brisent les reins. Est-ce qu'Al Jazeera peut faire mal à un régime? Elle a fait mal à plusieurs régimes. Oui, elle a fait mal à Ben Ali, elle a fait mal à Mouammar Kadhafi, elle a fait mal à la Syrie, elle a fait mal à l'Égypte, à Hosni Moubarak, elle a fait mal à Abdallah Saleh au Yémen. Qui peut dire qu'elle ne leur a pas fait de mal? C'est pour cela qu'elle a été interdite dans tous ces pays. La deuxième arme du Qatar pour aider les islamistes, c'est l'humanitaire. Direction le nord du Liban, à la frontière syrienne. Nous sommes en octobre 2012. Nous avons rendez-vous avec un Libanais mandaté par l'émir du Qatar pour venir en aide aux réfugiés syriens. Dans ce centre d'accueil, le portrait de l'émir est placardé partout, avec ce slogan « Merci au prince pour son aide aux réfugiés ». Ce sont les dons de l'émir du Qatar. Au Liban, les réfugiés syriens sont arrivés en masse, plus de 200 000 en quelques mois. Pour eux, dans ces cartons, des vêtements, des chaussures et de la nourriture. Pour l'hiver, l'émir a aussi envoyé 25 000 réchauds. On met des plaques partout pour préciser que c'est un don de l'émir du Qatar pour l'hiver 2012. Au Liban, le Qatar finance ainsi directement 60 centres humanitaires. Pour trouver des locaux ou vérifier les listes des réfugiés, les Qataris travaillent souvent main dans la main avec les frères musulmans. Bonjour. Comme ce conseiller municipal du quartier. Ce sont avant tout des élus de terrain. Ils connaissent tout le monde. Nous, on leur donne des briefs avec des listes de réfugiés. Ils vérifient si nous avons vraiment affaire à des réfugiés ou pas. Il ne nous en dira pas plus sur ses relations avec les islamistes. Au-delà d'une collaboration ponctuelle, les Qataris financent pourtant les frères musulmans et leurs structures. Exemple, dans cet hôpital. On y soigne des rebelles syriens blessés au combat. Toute la journée, la télévision est branchée sur les chaînes religieuses. Et quand nous visitons les chambres, nous tombons sur le drapeau noir des djihadistes, les combattants de l'islam. C'est une association humanitaire qatari, dont la bannière flotte un peu partout dans l'hôpital, qui prend en charge toutes les factures. C'est ce que reconnaît le directeur. En tout, il y en a pour plus de 300 000 €. Avec la nourriture, les frais du personnel, de carburant, la totalité de tous les frais, oui, tout ça se monte à plus de 300 000 €. Cette association qatari offre même de l'argent de poche aux réfugiés. Chaque mois, elle leur donne 80 $, environ 60 €. Cette association, Sheikh Ed Charity, présente dans 44 pays, est une des plus puissantes du Qatar. Elle fait de l'aide humanitaire, mais pas seulement. En allant sur son site officiel, nous découvrons qu'elle finance aussi des écoles coraniques et des prédicateurs qui font du prosélytisme. En 2010-2011, elle a construit 115 nouvelles écoles dans le monde.
l'humanitaire utilisé comme arme politique. Une réalité que même les proches de l'émirat reconnaissent. Et pourquoi les frères musulmans remportent les élections? Parce qu'ils ont distribué tout cet argent qu'ils ont reçu aux pauvres, aux personnes démunies, et toutes ces personnes votent pour eux. Donc indirectement, le Qatar aide les frères musulmans à venir au pouvoir, du coup. Oui, mais c'est indirectement. Le Qatar ne finance pas que des islamistes politiques comme les frères musulmans. Via des associations humanitaires, il aiderait aussi des djihadistes, des combattants de l'islam. Depuis plus d'1 an, ce journaliste au canard enchaîné tire la sonnette d'alarme. La direction du renseignement militaire ou la DGSE, c'est-à-dire les services secrets français, ils sont très clairs, ils ont averti l'Élysée, le ministère de la Défense à plusieurs reprises, et d'ailleurs l'état-major français pense la même chose, que les gens du Qatar ont aidé financièrement à la fois les islamistes syriens et les islamistes au Mali. Nord du Mali. En juin 2012, cette région tombe sous le contrôle des groupes armés du Moudjahou, des islamistes proches d'Al-Qaïda. À cette époque, le Croissant Rouge qatari aurait été vu à leur côté. Nous avons retrouvé un témoin, un humanitaire occidental. Selon lui, le Croissant Rouge qatari est resté sur place uniquement les 6 mois où la région était entre les mains des djihadistes. Ce qui est sûr, c'est que ça a surpris tout le monde de les voir débarquer du jour au lendemain et que le départ a été tout aussi rapide et complètement improvisé. C'est-à-dire du jour au lendemain, on les a plus vus. Mais c'est vrai que ça pose des vraies questions sur les... On ne peut que développer d'une certaine manière une certaine suspicion par rapport aux motivations parce que voilà, il n'y a aucun travail qui est fait en amont sur l'identification des besoins humanitaires, sur la coordination des autres acteurs, etc., etc. Ils ont voulu à tout prix se mettre sur certains points clés stratégiques, donc essentiellement la ville de Gao et Bourem. Ils seraient arrivés, ils auraient soutenu, aidé les extrémistes et puis ils seraient repartis comme ils seraient revenus, quoi. Voilà, et ils sont disparus de la même manière qu'ils sont arrivés. Le départ coïncide réellement, pour le coup, à l'arrivée de l'armée française et l'armée malienne. En tout, le Croissant Rouge qatari aurait distribué plus de 20 tonnes de nourriture. Une aide qui n'aurait pas seulement profité aux populations civiles. Et quand la région est contrôlée par les islamistes, Aqmi, Moudjahou ou autres, c'est logique que ça finisse dans les mains de terroristes. Et le Qatar sait très bien ça. Ça fait plus d'1 an qu'au Canard, on écrit cela. On n'a jamais eu un droit de réponse. On n'a jamais eu une menace de procès, ni rien. En janvier 2013, un officiel qatari l'a même reconnu. Voici ce que rapportent des sénateurs de retour de voyage dans l'Émirat. Il est possible qu'une partie de cette aide destinée aux populations civiles ait été détournée par des mouvements terroristes. Avec cette affaire malienne, le Qatar aurait-il cherché à s'implanter dans une région riche en pétrole, en gaz et en uranium? Au terme de notre enquête, une dernière question se pose. En France, le Qatar favorise-t-il l'intégrisme? En novembre 2012, l'ambassadeur Mohamed Al-Kouari affirme que le Qatar n'a pas de visée prosélyte et que le gouvernement qatari n'a jamais investi dans des mosquées en France. Pour en avoir le cœur net, nous appelons la plus puissante des associations humanitaires de l'Émirat, Qatar Charity. Elle finance aujourd'hui massivement des projets en Tunisie, en Égypte et en Libye. On la retrouve aussi au Mali. Nous découvrons que dans cette association, une personne est spécialement chargée des dons pour l'Europe. Je voulais savoir si vous financez des projets en France. Oui, nous avons 7 projets en France, je crois. 7 grands centres islamiques. Nous sommes en collaboration et en partenariat avec des associations à Paris, à Mulhouse, à Strasbourg, avec beaucoup d'associations. Nous nous sommes intéressés à l'un de ces centres, à Mulhouse. Dans les faubourgs de la ville, une mosquée est en construction depuis 2009. Voici la vidéo promotionnelle de ce futur lieu de culte. Salle de prière immense,
Centre commercial, salle de sport, piscine, au total pas moins de 2500 mètres carrés. Budget du chantier, 13 millions d'euros, financé par Qatar Charity à hauteur de 1 million d'euros. L'Association des musulmans d'Alsace, à l'origine de ce projet, se revendique ouvertement des frères musulmans, ces partisans d'un islam rigoriste. Nous rappelons Qatar Charity pour savoir si c'est un critère de sélection. Doit-on être affilié frères musulmans pour obtenir des aides? Oui, vous devez avoir des recommandations. Des personnalités reconnues doivent parrainer les associations qui sollicitent des aides. Ce n'est pas une condition indispensable, mais cela aide le dossier. Effectivement, sur le site de la mosquée, nous découvrons que celui qui a fait appel aux dons, c'est l'imam Al-Qaradawi. Rappelez-vous, le prédicateur d'Al Jazeera au discours antisémite. Partout dans le monde, et plus particulièrement dans les pays du Golfe, tous les musulmans qui disposent de moyens doivent participer et aider leurs frères à créer ce projet islamique. En mars 2012, Al-Qaradawi a même été invité par l'UOIF, les frères musulmans de France, à leur congrès annuel au Bourget. Mais il n'a pas pu venir, car Nicolas Sarkozy, en pleine campagne électorale, s'y est opposé. Al-Qaradawi était jugé trop extrémiste. La France ne devrait-elle pas se méfier de la proximité du Qatar avec certains fondamentalistes? Nous sommes allés interroger Marc Trévidic, magistrat spécialiste du terrorisme. Il a démantelé plusieurs réseaux djihadistes en France. Il appelle à la prudence. Je pense que l'État français, logiquement, devrait faire très attention à des investissements d'un État étranger de cette nature-là. Vous y voyez un danger potentiel ? Si ça se fait, et dans quel esprit ça se fait, et est-ce que c'est accompagné d'une certaine propagande religieuse ou pas? Ça, il faut voir après sur le terrain, si c'est vraiment social sans d'arrière-pensée. Bon, moi, je pense qu'à partir du moment où on met de l'argent, il y a toujours une arrière-pensée. Donc voilà, c'est pour ça que ça me gêne intuitivement. Nous avons demandé à plusieurs reprises une interview à l'ambassadeur du Qatar sur les liens de l'Émirat avec les frères musulmans en France. Il a toujours refusé de répondre à nos questions. Vu de Paris, le Qatar doit rester le pays le plus progressiste du Golfe.